Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Plusieurs sommets et sujets plutôt au sommaire de ce rendez-vous. Les émissaires de la CEDEAO à Ouagadougou depuis hier. Une mission au lendemain de la sanction prise à l'endroit du Burkina Faso. Un autre sommet est prévu pour le 3 février prochain. Quels sont les enjeux? Éléments de décryptage avec Oumarou Paul Kwalaga, expert consultant en relations internationales. Et puis couverture, santé universelle, CSU, au Burkina Faso, le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM en abrégé pose le débat sur la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures de qualité dans la marche vers la CSU ainsi que le rôle des communautés dans le processus. Nous recevrons pour en parler Simon Kaboré, directeur exécutif régional du réseau. Voici donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, ce journal du dimanche au soir. On commence par le premier sujet, une délégation des armées du Bénin, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Nigeria et du Sénégal a rencontré les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. C'était hier samedi. La délégation est conduite par Francis Béanzin, commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, et par le chef d'état-major ghanéen, le vice-amiral Seth Amouama, accompagné de ses homologues sénégalais et libériens. La délégation du MPSR a expliqué aux émissaires de la CEDEAO que les récents changements politiques répondent aux attentes des populations en termes de sécurité, de refondation de la nation burkinabé et des valeurs de la République. À l'issue de cette rencontre avec le MPSR, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont eu un bref entretien avec le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le général Béanzin devrait rester jusqu'à l'arrivée demain, lundi 31 janvier, d'une autre mission conjointe ONU-CEDEAO amenée par le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mahama Saleh Anadif, et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. L'organisation, parlant de la CEDEAO, a suspendu, il faut le rappeler, vendredi dernier, le Burkina Faso de ses instances et exigé la libération du président renversé Roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée. Un nouveau sommet de la CEDEAO est prévu le 3 février à Accra et étudiera d'ailleurs le compte rendu de ces missions. C'est la grosse actualité avec laquelle nous ouvrons ce journal du dimanche au soir et nous l'annoncions en titre, décryptage dans ce JDS, notamment avec Oumarou Paul Kwalaga. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes expert consultant en relations internationales, fondateur et dirigeant de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Merci. Cette actualité avec laquelle on a commencé tout à l'heure, des sanctions qui sont tombées vendredi et maintenant une mission, comme pour venir comprendre. Pourquoi le principe de sanctionner avant de venir écouter? Mais écoutez, le principe des sanctions fait partie des outils de relations internationales, de la coopération entre les États et les organisations internationales, tout comme d'autres outils d'ailleurs qu'on a eu souvent l'occasion d'évoquer, qui sont l'usage de la force dans certaines situations où les sanctions n'arrivent pas véritablement à amener les uns et les autres à revoir leur copie. Mais ce qui est le plus privilégié dans les rapports entre les États et les coopérations internationales, en soi, c'est la coopération, ce qui se fait tous les jours. Et puis après, il y a l'opinion publique. Maintenant, pour revenir aux sanctions de la CEDEAO, il faut dire que les États ont décidé volontairement d'aller à une organisation internationale dont l'un des critères principaux, le critère principal pour adhérer à la CEDEAO, selon son protocole de 2001, qui a été revu, c'est que vous souscrivez entièrement tout en sachant que le principe de démocratie est le critère déterminant pour votre adhésion. Okay. Voilà, dans les textes, c'est ce qui est bien inscrit. Alors à partir du moment où il y a une rupture par rapport à la démocratie, en le cas de l'espèce, lorsqu'il y a un coup d'État, c'est ce qui est notre cas, donc c'est une rupture et une violation flagrante des textes de l'organisation. En ce moment, tout de suite, de façon principielle, il y a des sanctions, tout de suite par rapport à l'État, déjà des condamnations, le principe, et ensuite des sanctions, et ça c'est le principe. Mais après, l'objectif n'est pas forcément de mettre l'État concerné dans une situation de bannir, de hors-la-loi. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agira après d'envoyer des missions, c'est comme ça se passe, des experts, des émissions, et ensuite, pour que cette mission rencontre justement les acteurs, les différents acteurs, échange avec eux, essaie de comprendre, donc comprend la dynamique, le contexte, les acteurs, et va faire un rapport. Et cette
étape est cruciale et importante, parce que c'est à partir de ces rapports, lorsqu'on rencontre les acteurs et qu'on sent qu'il y a de bonnes intentions et qu'on explique les objectifs et qu'on décide après de passer aux actes, ça va être jugé. Donc c'est au regard de tout ceci que la CEDEAO, avec ses émissaires, que ce soit déjà pour un coup d'État, donc on a vu hier plusieurs militaires qui sont venus, qui connaissent la question, évidemment, et qui peuvent avoir de bons interlocuteurs en face. Et donc après, il y a la délégation ministérielle, ça c'est vraiment le niveau purement politique. Donc à l'issue de ces échanges, on va adresser un rapport circonstancié aux chefs d'État qui vont souverainement, en fonction de bonnes intentions, il faut le retenir, et du calendrier et de la volonté et de la rigueur qu'on va mettre à appliquer ce qu'on a dit. C'est avec tous ces éléments qu'on pourra faire décliner une première série de sanctions, mais on tient compte bien sûr du contexte. D'accord. Vous dites la première sanction, celle qui vient vendredi, c'est une sanction de principe. De principe. Voilà. Liée à donc on vous exclut des instances. Voilà. Et justement, quelles sont les conséquences de l'exclusion des instances, la suspension des instances? Alors, c'est une façon de mettre une pression sur vous, parce que vous êtes un État membre, vous n'avez pas respecté le principe fondateur qui est la démocratie, parce que lorsqu'il y a un coup d'État, comme je l'ai dit au risque de me répéter, donc la sanction immédiate, c'est une façon de vous dire, écoutez, nous sommes disposés, parce qu'il ne faut pas avoir uniquement que les sanctions pour condamner, mais c'est de dire, en même temps qu'on fait des sanctions, on va vous entendre, on vous allez expliquer, vous allez donner un calendrier, et on se propose au même moment de pouvoir vous accompagner. Donc tout dépendra de ce que vous allez dire aux émissaires de la CEDEAO, de ce que vous allez exposer comme objectif, mais bien sûr en tenant compte du contexte de particulier, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes contextes. Chaque situation est une situation particulière. C'est vrai que l'opinion, souvent, on pense que ce qui se passe ailleurs, c'est systématiquement. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on comprenne bien que ce sont les gages que les nouvelles autorités vont donner aux émissaires de la CEDEAO. Le calendrier, c'est tellement de principe déjà qu'ils vont annoncer. La rigueur, et surtout la volonté justement de montrer qu'on n'est pas venu au pouvoir pour s'éterniser, parce que là, c'est une violation flagrante, comme je l'ai dit une fois de me répéter, contre un principe fondateur qui est la démocratie dont on a souscrit volontairement. Je crois que les autorités de la transition le savent et sont certainement mieux préparées pour donner, j'allais dire, les éléments qu'il faut pour qu'il y ait moins de sanctions qui vont peut-être certainement commencer en fonction de l'évolution de la situation, peut-être sur les personnalités d'abord elles-mêmes. D'accord. Et on est venu sur la question du principe, les conséquences donc de la suspension de façon claire. Mais on ne va pas siéger, voilà. On ne siège plus dans un certain nombre d'instances, on va participer aux réunions jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Ça, c'est déjà un premier élément. D'accord. En attendant, il y a cette double mission, militaire-civile. Celle militaire, elle a commencé déjà depuis samedi. C'est quoi le contenu de ce type de balai que nous avons aujourd'hui? C'est quoi le principe premier de cette mission-là en termes d'objectifs? Non, c'est bien comprendre le contexte. Parce que comme je l'ai dit, écouter les acteurs, voir quelle est certainement la légitimité, parce qu'au niveau de la légalité, c'est clair, la suspension là, vous allez violer. Mais après, il y a un certain nombre de réalités et chaque pays a un contexte particulier. Donc, c'est une façon aussi de dire peut-être à l'opinion, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'elle n'est pas là forcément pour justement sanctionner pour sanctionner, mais c'est de dire, c'est le principe, vous allez, c'est comme une association de quartier ou n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes. Si vous violez un principe, on va vous, en tant que membre, il y a un certain nombre de textes qui sont prévus, mais en même temps, c'est de faire en sorte que vous, très rapidement, l'État concerné, puisque ce sont des militaires, donc une mission militaire, qui seront parlés, qui savent qu'ils ont en face des frères d'armes, ils sauront trouver les mots peut-être justes pour les convaincre, pour leur dire que le plus important pour vous, si vous dites que c'est la population, effectivement, ce sont les aspirations de la population, ce sont les populations que vous voulez, je vais dire, sauver dans cette situation de menace terroriste, vous êtes les premiers acteurs, on comprend bien la légitimité, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre, dans une situation dans laquelle nous sommes dans des regroupements régionaux comme celle-ci, qu'on ne peut pas permettre qu'on arrive à rester éternellement au pouvoir, parce que c'est ce qu'il y a comme situation qui est peut-être fâcheuse après. Vous allez voir que les sanctions vont se monter d'un niveau plus accru et finalement on arrive à une certaine situation qu'on ne souhaite pas et après l'opinion peut s'emballer alors que ce sont des processus et c'est fait, c'est comme cela que c'est fait. Donc c'est pourquoi
quand j'insiste une fois de plus, cette mission elle est importante. Demain, elle va être confirmée par le niveau politique, parce qu'évidemment les militaires, ils ont dû comprendre l'analyse du contexte, les enjeux, les possibilités, les bonnes volontés, les engagements, et c'est l'ensemble de tous ces éléments qui vont permettre au chef d'État le 3 février de prendre souverainement une décision. Mais justement, on est dans des délais qui sont quand même un peu courts. Le 3 février, c'est dans pas longtemps. On se demande quelles peuvent être les possibilités. C'est-à-dire, après avoir écouté, on n'est pas convaincu, les sanctions sont durcies, ou bien vers quoi est-ce qu'on pourrait voguer aujourd'hui? Non, on ne va pas aller tout de suite, comme je l'ai dit, au risque de répéter, vers des sanctions très durcies. Je dis tout dépendra de ce que les nouvelles autorités vont dire. Et n'oublions pas que la CEDEAO a quand même une représentation au Burkina, comme dans tous les États, et qui fait un point de la situation. Et je reprécise ma question, parce que lorsqu'on écoute par exemple le discours qui a été fait notamment par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il dit très clairement que les choses vont être décidées de façon consensuelle, mais avec le peuple qui sera celui qui va s'exprimer en public. Quand on est dans cette démarche-là, ça veut dire que ce n'est pas demain la veille. Quel type de garanties peuvent être données à une CEDEAO dans le contexte et dans l'immédiateté dans laquelle on est, pour voir les choses évoluer de façon plus intéressante pour le Burkina? Ah oui, c'est ce que je disais. La rencontre du mercredi ne va pas être une rencontre tout de suite où on prend des sanctions corsées. Ça ne va pas s'attendre à ça. Ils ont déjà, de façon, comme je l'ai dit, dans une première étape, des sanctions de principe. On a écouté les missions. Il va y avoir d'autres missions qui vont venir. Mais c'est de dire que dans cette rencontre, que les autorités que nous avons rencontrées ont montré des bons gages, de bonnes dispositions, de retourner à l'ordre constitutionnel, sans forcément maintenant donner un calendrier, parce qu'ils vont expliquer un peu comment va se faire le déroulé, parce qu'ils vont rencontrer les différentes couches, les acteurs, et ça c'est des choses qui leur ont été dites. Et ce qu'ils vont regarder, c'est la volonté, la promesse, la rigueur, de tenir un calendrier et de respecter justement, et d'être conscient qu'aujourd'hui on est en rupture par rapport à une organisation et que nous sommes exclus des sanctions. Et au même moment, leur expliquer quelles pourraient être les sanctions que pourraient découler, qui pourraient mettre le Burkina aujourd'hui dans une situation qui peut ne pas être forcément assez difficile pour elle. Donc un peu de pédagogie, d'accompagnement, et se proposer aussi d'accompagner, parce que imaginons que même pour les élections qui sont à venir, il va falloir, supposons qu'on veut refaire la Constitution, et donc il y a des experts qui vont accompagner, on va leur dire cela, qui vont accompagner les nouvelles autorités, bien sûr, à encadrer un certain nombre de choses pour leur permettre justement de présenter peut-être une nouvelle Constitution acceptable avec l'esprit de texte de la CEDEAO. N'oublions pas que aujourd'hui, évidemment, la Constitution, c'est le baromètre, c'est la Constitution à partir de laquelle vous adhérez à cette organisation. Donc ça, ce sont ces éléments-là de principe, de pédagogie, d'accompagnement, de conseil. Et comme je l'ai dit, c'est la disposition, surtout que chaque contexte, une fois de plus, est différent. Au Burkina aujourd'hui, on a une crise humanitaire, on a une crise sécuritaire, bien sûr, un coup d'État pour un seul État aux ressources comme les nôtres, qui sont assez limités, vous convenez avec moi que c'est assez difficile. Donc c'est l'ensemble d'échanges, de conseils, d'accompagnement, de présentation de situations, de montrer le niveau des sanctions qui pourraient intervenir, qui vont certainement amener les nouvelles autorités à réfléchir pas deux fois et à se faire bien encadrer et bien accompagner pour éviter qu'on ne tombe dans des situations similaires comme on a le cas avec certains de nos voisins. D'accord. Vous parliez des voisins, on va y revenir à un moment donné, puisque le sommet d'Accra du 3 février, franchement, le cas malien va être abordé, celui aussi guinéen. Mais pour rester dans le contexte burkinabé, on se rappelle que à la sanction a été ajouté quelque chose qui est quand même aussi à relever, c'est la libération du président renversé, Roch Kaboré. Est-ce que ça peut être un point qui penche dans la balance? Mais bien sûr, et je crois que les nouvelles autorités, dès la déclaration et même après, lorsque le chef de l'État s'est adressé à la population, il a pris ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale de respecter les droits humains. Et je crois que la libération du chef de l'État, de la préservation de son intégrité physique, font partie de cela. Et j'ai bonne foi parce qu'ils sont engagés, ils l'ont eux-mêmes déclaré, mais maintenant il y a les intentions et après il y a les actes qu'on pose. Donc moi, je crois qu'il y a des très bonnes dispositions justement à respecter tout cela afin que le Burkina très rapidement évite de s'exposer. Je crois que tout dépendra des niveaux d'intervention, d'engagement et de négociation
l'organisation et de comment est-ce qu'on va s'adresser à la CEDEAO en tenant compte bien sûr de notre contexte et de notre particularisme. On a débouché un peu déjà sur la question des enjeux du sommet du 3 février, on a abordé ceux du Burkina, j'ai dit il allait y avoir forcément le Mali et la Guinée. Absolument. Et eux, ils ne sont pas à leur début comme nous, donc c'est clair qu'on attend déjà un peu plus sur les questions de calendrier ou d'autres types d'engagements. Commençons par le Mali. De quoi cela pourrait augurer quand on sait déjà le bras de fer que le Mali a sur certaines questions sécuritaires et ses choix ces derniers temps, de quoi cela pourrait augurer le 3 février? Non, absolument, vous avez vu que pour le Mali, on est passé par toutes ces étapes dont je vous ai décrit. Les autorités maliennes ont dans un premier temps montré leur bonne volonté à aller vers l'ordre constitutionnel, donc il y a eu des arrangements. Vous vous souvenez qu'à partir de ces arrangements, on a eu un premier ministre civil, même s'il était un ancien militaire, mais c'était un civil à la tête. Et ensuite, il y a eu un deuxième coup d'État, chose que la CEDEAO, de par ses principes, ce que j'ai dit dès le début, rupture à la démocratie, ne pouvait pas accepter. Après, s'est engagé un certain nombre de négociations, de rapports, et puis après, les premières sanctions sont tombées, mais qui ciblaient les personnalités de la transition. Parce que il faut voir cela. Ce qui pourrait arriver ici, je ne le souhaite pas. Lorsqu'il y a des blocages à un certain moment donné, on commence par cibler les personnalités, gel des avoirs, interdiction du voyage. Pour ne citer que ces exemples, sont des sanctions économiques, financières, des sanctions politiques, on l'a déjà avec nous, puisqu'on est déjà suspendu de la CEDEAO, des sanctions diplomatiques commencent par corser un peu le temps. Aujourd'hui, on est dans un bras de fer avec la CEDEAO. Il y a des rapports de force sur le terrain, il y a beaucoup de communication diplomatique et politique à la fois. Donc la prochaine rencontre, l'agenda, c'est de voir si entre-temps, le Mali est disposé justement à revenir à la table de négociation. C'est la question de la durée de la Ah oui, ça c'est un élément fondamental parce que la durée était jugée inacceptable, même s'il y a des débats là-dessus, et revenir pour, une fois de plus, plaider et voir dans quelle mesure elle donne encore, peut-être dans une moindre mesure, quelques engagements qui, de même, à pouvoir permettre aux experts et aux organes de réintégrer progressivement et de relever quelques mesures qui, il faut le dire, font plus de tort aux populations qu'aux autorités de la transition. Je crois que c'est un peu à cela. Et il y aura des conseils, il va y avoir des rencontres et une évaluation de la situation depuis la prise des sanctions jusqu'à la date du 3 pour voir qu'est-ce qui a été fait et s'il faut peut-être revoir certains aspects, on le reverra, mais tout ceci dépendra une fois de plus des bonnes dispositions des autorités. C'est ce qu'il faut comprendre et ça c'est important pour que tout le monde le comprenne, que l'organisation sous-régionale, l'organisation régionale, la CEDEAO, n'a pas pour objectif fondamental, sans être forcément l'avocat de la CEDEAO, nous parlons sous l'angle de l'expertise, que l'objectif n'est pas forcément d'asphyxier, comme on l'a dit ici et ailleurs, un pays qui est déjà confronté à plusieurs difficultés, à plusieurs situations. Oui, justement, on est là maintenant dans le fond du débat concernant cette CEDEAO. On a vu que les sanctions prises à l'endroit du Mali ont été très impopulaires au regard même des manifestations qu'il y a eu au Mali et dans beaucoup de pays même de la CEDEAO en termes de soutien. Mais quel regard on pourrait avoir, notamment justement sur cette CEDEAO-là, son fonctionnement et sa façon de se positionner sur certaines réalités. Aujourd'hui, on entend toujours dire cette CEDEAO-là, lorsqu'il y a le tripatouillage d'élections, on ne les entend pas. Cette CEDEAO-là, lorsqu'il y a des forcings sur les constitutions pour des mandats après 2 exécutés, la CEDEAO, on ne l'entend pas. Lorsque les peuples s'assument, ou bien, comme dans certains cas, à la fin, c'est une armée qui vient et qui décide de redresser les choses, on trouve une CEDEAO qui vient avec son armada de sanctions. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Vous, c'est vrai que vous êtes, j'ai dit, expert consultant sur les questions de relations internationales, vous êtes diplomate de formation, vous parlez avec les codes, mais ça aussi, c'est une réalité. Bien sûr. Non, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a déjà, peut-être il est clair qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement, peut-être de l'organisation régionale, peut-être des choses ne sont pas dites, on ne s'approprie pas. Vous avez vu le tollé sur la légitimité des sanctions ou pas, alors qu'en vérité, je l'ai dit sur ce plateau, que c'est de façon légale, puisqu'il y a un protocole additionnel de 2012 qui venait justement parce qu'il y avait des limites au niveau de la charte du protocole de 2001 pour pouvoir prévoir cela. Mais souvent, il y a des mises à jour à faire. Et ça, souvent, beaucoup de personnes, que ce soit des personnes d'un certain
niveaux n'ont peut-être pas tous ces éléments. Deuxièmement, c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, vis-à-vis de la population, il y a des compréhensions légitimes. Aujourd'hui, les populations n'arrivent pas à comprendre que dans certaines situations, la CEDEAO n'intervienne pas. Évidemment, ce sont quelques limites objectives de la CEDEAO. Il faut dire que déjà la CEDEAO, ce n'est pas une fédération d'États, ce sont des États qui ont décidé à un moment donné, de façon souveraine, de donner une partie de leur souveraineté à une organisation internationale pour traiter d'un certain nombre de questions, dont les questions par exemple de paix, d'organisation des élections, de gouvernance. Maintenant, dans le protocole 2001, effectivement, de la CEDEAO, ceci est clair, la gouvernance, la démocratie, malheureusement, au niveau des questions, elle a beaucoup plus d'instruments sur les questions d'organisation d'élections, de règlement pacifique des conflits, mais elle a moins des instruments, ça ce sont des failles, sur les questions de gouvernance, mais parce que les États n'ont pas décidé justement, et n'ont pas donné ce pouvoir pour le moment à la CEDEAO, et ce sont des tractations qui se font. Donc il y a des réformes qui sont en cours justement pour prendre la question de la corruption, de la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel, la CEDEAO ne peut pas se substituer aux États pour réagir sur un certain nombre de questions. Je prends par exemple les questions de la Constitution. La Constitution, c'est la boussole mère, et ça fait partie de la souveraineté des États. Donc sur la question, par exemple, des élections, tout ce que la CEDEAO peut faire, c'est de dire, écoutez, elle a des instruments qui disent 6 mois avant, on ne peut pas changer de constitution. Mais après, au-delà, il ne peut pas intervenir. Donc vous voyez qu'il y a des ruses, il y a des scénarios que les États prennent pour, une fois qu'ils sont élus, ou lorsqu'ils savent qu'ils ont regardé le calendrier et qu'ils arrivent à remettre sur la table les questions, par exemple, de troisième mandat, et la CEDEAO justement est impuissante. Donc ces réformes-là sont nécessaires justement pour prendre en compte ces aspirations. Donc je comprends de façon légitime justement que les populations ne comprennent pas cela, mais une fois de plus, en l'état actuel, si les réformes ne sont pas abouties, il va être difficile à la CEDEAO de pouvoir intervenir sur les questions, puisque la question de la Constitution, soyons cohérents, c'est une question souveraine. Et donc la CEDEAO ne peut pas s'y mixer à l'intérieur de ces constitutions pour pouvoir régler un certain nombre de questions qui de façon légitime sont attendues par les populations. Merci bien Oumarou Paul Koualga, mais dans tous les cas on était là que c'est une CEDEAO qui devait travailler à être plus légitime vis-à-vis de ces populations. Absolument. Parce qu'il y a une véritable incompréhension. Absolument. Et ça devrait faire l'objet d'introspection. Beaucoup de communication et beaucoup de choses, mais aussi aller à l'information, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur un certain nombre de questions qui restent souvent même en attente, même la question, on a entendu souvent les questions de pourquoi il n'intervient pas lorsqu'il y a des crises et lorsqu'il y a un coup d'État, il vient, surtout sur la question du terrorisme. Ce sont autant de questions souvent qui ne sont peut-être pas souvent expliquées. En 2012, il a fallu que la CEDEAO intervienne pour que, après, se mettre en place la MISMA, ensuite la MINUSMA, sinon ça aurait été peut-être pas aujourd'hui la situation que nous vivons mal. Mais ce sont des choses, c'est une force d'interposition sur les questions sécuritaires, mais c'est pas une force qui peut avoir les moyens nécessaires de rester pendant longtemps sur un territoire pour intervenir comme les forces intérieures qui peuvent s'adapter aux menaces et qui peuvent avoir beaucoup plus de ressources avec le soutien d'un certain nombre de partenaires. Vous comprenez, je pense que vous abordez la question des forces en attente. Lorsqu'on parlait de la question du Mali, oui, beaucoup se sont dit, mais s'il y a des forces en attente, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dégager les terroristes qu'il y a au Mali? Et c'est quand il s'agit de militaires au pouvoir qu'on veuille bander les muscles. Ah oui, c'est la force en attente, oui. Et vous l'avez vu, ce sont des forces de dissuasion et des forces d'interposition. Merci bien. En tout cas, c'est très intéressant l'éclairage que vous nous apportez. On pourra, à travers une autre convocation encore au journal du dimanche au soir, pouvoir aborder ces questions. En tout cas, merci Oumarou Paul Koualga d'être passé. Je rappelle que vous êtes expert consultant en relations internationales, fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI. On va poursuivre ce JDS avec d'autres sujets abordés. Cette fois-ci, c'est sur le plan santé. Dans le cadre du processus de renforcement de la mobilisation sociale pour accélérer la couverture santé universelle CSU au Burkina Faso, les réseaux d'accès aux médicaments essentiels RAM a initié vendredi dernier une conférence publique. Celle-ci a porté sur la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures de qualité dans la marche du Burkina vers justement la CSU, ainsi que le rôle des communautés dans ce processus-là. Les différentes communications ont permis de noter des ressources humaines faibles et mal réparties en ce qui concerne l'offre en soins de santé. Nous revenons sur ce rendez-vous. Le
réseau Accès aux médicaments essentiels RAM depuis 2019 a entamé un processus de renforcement de la mobilisation sociale pour donner un coup d'accélérateur à la couverture santé universelle au Burkina Faso. Chose qui l'a poussé à mener des études en 2021 pour soutenir son plaidoyer. Étude qui a démontré l'indisponibilité des centres de santé de qualité dans le pays ainsi que des disparités dans la gestion des ressources humaines en santé. Nous avons constaté qu'effectivement le Burkina a pas mal de ressources humaines, mais qui restent toujours en deçà des normes de l'OMS, mais malheureusement aussi qui sont mal réparties au niveau du territoire. Ce qui fait que très souvent, les ressources humaines en santé, que ce soit en sage-femme et maïoticien, que ce soit en infirmier, que ce soit en médecin généraliste, que ce soit en médecin spécialiste, c'est beaucoup plus concentré, soit dans la région du centre et à la moindre mesure aussi dans la région des hauts bassins. Cette conférence publique a donc servi de cadre pour le RAM d'analyser avec les participants les défis liés à la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures de qualité dans le domaine de la santé. Et cela à travers 3 communications animées par des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, du RAM et du ministère de la Santé. Selon Dr Pierre Yamiogo, le ministère de la Santé a mis en place l'outil Wizen qui permet d'évaluer la charge du travail en fonction du centre de santé. Au niveau de la région du centre, le directeur régional de la santé du centre a pris des mesures pour pouvoir bloquer surtout là où il y a déjà suffisamment d'agents de santé et redéployer un certain nombre d'agents de santé au niveau des centres de santé périphériques. Et au niveau national, les affectations qui ont été faites en 2019, nous avons tenu compte des résultats de cette évaluation que nous avons faite pour pouvoir éviter qu'on affecte des sages-femmes et des maïticiens au niveau des régions où il y en a déjà assez. Ce cadre de partage de connaissances a permis au RAM de formuler des recommandations afin d'atteindre les objectifs axés sur la marche vers la couverture santé universelle, notamment la mise en place d'une institution chargée de cette question, rattachée au Premier ministère ou à la présidence. Retour sur ce plateau pour aborder diverses questions concernant justement cette CSU. Et nous sommes d'ailleurs avec Simon Kaboré, directeur exécutif régional du RAM, en tant des réseaux d'accès aux médicaments essentiels. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci bien. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. On a donc ce reportage qu'on partageait tout à l'heure avec cette conférence-là qui a permis de poser le débat sur comment améliorer qualitativement ce qu'on donne comme soins et en termes d'infrastructures, de moyens humains dans le domaine de la santé. D'abord, avant d'y aller, je voulais que vous nous disiez d'abord qu'est-ce que le RAM, quelles sont vos missions avant qu'on ne parle du CSU, de la CSU. D'accord. Le RAM, c'est le réseau accès aux médicaments essentiels. Nous sommes une association, une organisation de la société civile, à ne pas confondre souvent comme la centrale d'achat des médicaments essentiels, parce que souvent il y a la confusion. Nous ne manipulons pas les médicaments, nous ne délivrons pas de soins, mais nous faisons beaucoup plutôt des analyses sur les politiques de santé et nous faisons effectivement des propositions effectivement au gouvernement, aux partenaires pour qu'on améliore effectivement la santé. C'est essentiellement ça et surtout mobiliser les populations pour justement participer aussi à la gestion du système de santé. C'est essentiellement ça le travail que nous faisons. On parle de la CSU, on parle aussi de l'AMU, assurance maladie universelle. Bon, il y en a qui font beaucoup de confusion. C'est quoi la différence? D'accord, ça se comprend. C'est pour ça que j'ai tendance souvent à dire que l'AMU, c'est l'arbre qui cache la forêt de la CSU. Okay. En fait, la CSU, c'est au fait tout ce que c'est l'idée de faire, de mettre tout en œuvre pour que une personne, selon son état de santé, partout qu'il est, avec toutes les situations socio-économiques, puisse avoir accès aux services de santé sans que ça lui entraîne des dépenses assez sérieuses ou bien que à cause du fait qu'il ne puisse pas payer, il n'ait pas accès aux services. Donc c'est ça en réalité la couverture santé universelle. Partout où tu es, si tu as des problèmes de santé, tu as accès à des services de santé de qualité, même si tu n'as pas les moyens de payer au moment où tu es malade. Du coup, l'AMU maintenant, qui est l'assurance maladie universelle, vient s'attaquer effectivement à la partie
paiement des services de santé. Mais en amont, il y a au fait qu'il faut que les services soient disponibles et que les services soient de qualité pour que l'assurance maladie maintenant puisse venir régler le problème de paiement. Mais si par exemple le problème de paiement est réglé sans que les services ne soient disponibles ou bien de qualité, même si effectivement un mécanisme de paiement existe, tu n'auras pas accès aux services. C'est ça juste, l'AMU est dans la CSU. D'accord. Voilà, c'est un maillon de la CSU. On comprend donc mieux. Mais pourquoi cet engagement-là, un engagement par la mobilisation autour de la CSU depuis 2019, parlant du RAM, pourquoi? Non, parce que au fait, pour vous dire la vérité, vous avez beaucoup de gens ont suivi l'adoption des objectifs pour le développement durable qui focalisent la communauté internationale et bien sûr notre pays en matière d'objectifs sanitaires à atteindre, où effectivement il est prévu que d'ici 2030 nous puissions atteindre effectivement et la couverture santé universelle. C'est dans cette dynamique que nous sommes, mais en réalité la CSU n'est d'autre que l'ancienne formule aussi qu'on avait. Tout le monde a entendu parler de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est ça. C'est pas forcément différent, c'est juste un problème de concept. Mais comme c'est le concept qui est là, nous l'approprions aussi et nous disons si on a pris cet engagement, 2030 c'est pas bien loin, il faut alors mettre la pression parce que nous avons l'impression que les pays évoluent trop lentement vers cet objectif, alors que pendant qu'on évolue lentement, il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent, qui s'approvisent et il y a beaucoup de gens qui meurent pendant ce temps. Justement, parlons de votre engagement depuis 2019 et il y a qu'en 2021 vous avez diligenté une étude très intéressante parce que ça a été partagé en termes de résultats lors de la conférence publique. C'est sur les goulots d'étranglement de la CSU. Qu'est-ce qui ressort de façon majeure? De façon majeure, nous avons concentré l'étude sur la disponibilité des ressources humaines et aussi sur la disponibilité des infrastructures de santé, notamment comment est-ce que les centres de santé existent dans le pays et sont répartis. Donc, nous avons noté essentiellement deux gros problèmes. Nous avons noté qu'effectivement, au niveau des ressources humaines, non seulement nos ressources humaines sont inférieures aux normes de l'OMS, mais en plus, c'est mal réparti sur l'espace géographique du Burkina. Également, au niveau des infrastructures de santé, nous avons remarqué qu'effectivement, on a très peu de centres de santé qui sont en deçà des normes de l'OMS. On n'a pas assez de centres de santé, mais également, non seulement c'est mal réparti, mais beaucoup ne répondent pas aux normes de l'OMS en plus. Ça veut dire qu'on a moins de centres de santé, mal répartis et souvent de très faible qualité. Ce sont les éléments majeurs que nous avons pu ressortir lors de cette étude que nous avons réalisée en 2021. D'accord. Bon, j'ai mes notes ici. Vous faites ressortir que 50% des personnels infirmiers et sages-femmes se retrouvent en zone urbaine pour 20% de la population. 40% de médecins généralistes sont dans la seule région du centre pour 14% de la population et seulement 12% des médecins spécialistes exercent dans 9 centres hospitaliers régionaux, pendant que les autres 88% se concentrent dans les régions du centre et des hauts bassins. Quand on regarde, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant parce que ça montre une vraie disparité. C'est-à-dire il y a des besoins qui sont énormes. On n'a pas tous les moyens humains qu'il faut, mais on ne les répartit pas comme il se doit. Mais qu'est-ce qui explique ça a l'air d'être un mauvais choix. Oui, non, bien sûr que c'est un mauvais choix, mais je pense qu'il y a, comme nous le disons assez souvent, il manque un certain leadership fort au niveau du ministère de la Santé pour imprimer effectivement une marque en ayant comme vision l'équité d'accès aux services de santé. Il faut qu'on sache qu'on ne doit pas être à Ouagadougou et à Bobo pour avoir accès à la santé. Quelque part, quel que soit là où on est au niveau du Burkina, on doit avoir accès à la santé. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Bon, bien sûr, tout le monde veut être dans la capitale. Et il y a tellement de mécanismes. On voit toujours, on dit, on veut regrouper les foyers, les couples, il faut reconstituer les familles, ainsi de suite. J'ai tant d'années d'ancienneté, je reviens. Mais chaque fois qu'un ministre arrive, il nous promet qu'il va redéployer. Mais chaque fois, il va partir en laissant le problème à l'État. Et le cas le plus patent, c'est avec le professeur Meda, qui avait été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale, où on lui avait dit, mais pourquoi il y a cette disparité?
Il a dit non, lui il a fait une analyse de la situation et il se prépare à effectivement rééquilibrer et à renvoyer beaucoup d'agents de santé dans les régions. Mais il a demandé aux députés à l'époque, quand nous allons commencer à faire cela, nous allons vous demander d'éteindre vos portables. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il sait que ce sont les mêmes députés qui vont l'appeler pour lui demander, oui, écoute, là, il y a la femme de mon petit frère, oui, bon, il y a mon petit frère, c'est lui qui s'occupe de la maman, s'il va en brousse, et par fini, tu es obligé de garder tout le monde à Ouaga. C'est ça. Voilà, donc c'est pas conséquent et il faut réellement un leadership fort du ministère. Et c'est pour ça que nous pensons qu'une pression de la population aussi est nécessaire pour qu'effectivement on envoie les gens là où ils doivent travailler. En rentrant dans la fonction publique, il n'y a personne qui entre en signant qu'il va travailler à Ouagadougou. C'est cela. Voilà. Et il y a l'autre problème aussi que vous posez, je sais que vous l'abordiez tout à l'heure à demi mot, c'est la question des infrastructures. Parce que quand même il faut un bon ratio CSPS population et on se rend compte que là-bas il y a encore des efforts à faire. Ouais, effectivement on a remarqué au niveau de l'étude, non seulement on a un gap très important. En 2019, les chiffres que nous avons, on était autour de 1948 CSPS, alors qu'il nous manque 2000 et quelques en plus. Ça veut dire qu'on n'a même pas la moitié des CSPS qu'il nous faut. Donc, mais en plus également, quand on rentre dedans, on sent par exemple qu'on a des régions, genre vers la région du Sahel, où on est autour de 45% de taux de concentration. Pourtant, quand tu pars vers le sud-ouest, on est à 150%. Donc, ce sont des disparités, effectivement. Et vous voyez, par exemple, souvent, quand on dit qu'il y a des régions qui se sentent frustrées, c'est lié à ce genre de choses. Donc, on a vraiment intérêt à revoir cette répartition parce qu'on sait que très souvent, c'est des pressions politiques qui orientent l'implantation des CSPS. C'est pas normal. Ça doit être sur des bases d'évidence, sur l'épidémiologie, sur la démographie, qui orientent l'implantation. Mais pas juste parce que tel député ou tel ministre qui est au pouvoir actuellement est puissant et qui tire les infrastructures vers sa région. C'est réellement ce que nous devons combattre au niveau de notre pays. Et vous dites qu'il y a une chose c'est d'avoir un CSPS, l'autre c'est de l'avoir aux normes. Et là encore, il faut reconnaître que quelquefois, il y a comme un genre de baisse. 93% en 2016 et en 2019, on retombe à 87% de ces CSPS-là qui sont aux normes. Oui, ça veut dire que effectivement, il y a eu un gros effort de construction de CSPS, mais effectivement, en regardant les chiffres, entre 2016 et 2019, le nombre de CSPS qui sont conformes, parce qu'il y a un nombre de personnel qu'il faut dans un CSPS pour être dans les règles, on voit que ce nombre est en train de chuter. Ça veut dire quoi? On est en train de travailler sur la quantité sans veiller sur la qualité. Mais on comprend aussi ce qui entraîne ça. Pour un politicien, c'est plus facile de communiquer en disant « j'ai construit tant de CSPS » que de dire « oui, il y a tant de CSPS qui sont dans les normes ». Donc, on met beaucoup plus les moyens pour construire, question de pouvoir communiquer là-dessus, mais on ne met pas forcément les moyens qu'il faut pour les équiper et mettre le personnel qu'il faut pour être dans les normes. Parce que parce que simplement la population ne regarde pas ça, la population regarde la quantité. Et c'est dans ça qu'on tire les dividendes politiques. Donc, il faut qu'on commence à regarder la qualité. Quand on va nous dire, il y a tant de CSPS qu'on a construits, qu'on leur demande, mais il y a combien qui sont aux normes? Quelles sont justement les propositions à l'issue de cette enquête-là qui a été menée? En fait, les propositions, nous les avons bâties sur un certain nombre d'insuffisances que nous avons constatées. Nous avons constaté qu'il y a un véritable problème de coordination de la santé au niveau du Burkina. Nous avons dit toujours, aujourd'hui, ce qu'on appelle ministère de la Santé, en réalité, c'est un ministère de la maladie. Parce que simplement, c'est un ministère qui attend que les gens tombent malades pour les soigner. Quand tu es en bonne santé, on ne s'en préoccupe pas. Aujourd'hui, les gens mangent des bouillons de cuisine qui les intoxiquent, le ministère ne s'en occupe pas. Il y a les pesticides que les gens utilisent dans l'agriculture, le ministère ne s'en occupe pas. Pour nous, l'approche de la santé pour parvenir à la CSU doit être multisectorielle. Donc nous avons dit qu'il faut alors placer ça au-delà du ministère de la Santé, de telle sorte que chaque département ministériel
puisse voir quelle est sa contribution à la santé des populations burkinabées. C'est par là que nous allons pouvoir prévenir beaucoup de maladies, éviter que beaucoup de gens ne tombent malades et éviter alors de devoir construire trop de centres de santé pour les soigner. Les économies sont formelles là-dessus. C'est moins cher de prévenir une maladie que de soigner une maladie. Donc, c'est moins cher pour nous de mettre des moyens pour prévenir, éviter que les gens ne tombent malades, que d'attendre qu'ils tombent malades pour venir les soigner. C'est pour ça que nous proposons qu'il y ait une tutelle de la couverture santé universelle au niveau du Premier ministère ou au niveau de la présidence qui va définir une stratégie multisectorielle qui dira à chaque secteur, voilà ta contribution à la santé des populations. Parce que comme on l'a déjà dit, une population qui est malade ne pourra jamais soutenir le développement d'un pays. Tout ce que nous sommes en train de faire comme effort, on ne peut en profiter que quand on est bien portant. C'est cela. Voilà. Et vous proposez aussi d'élaborer de manière participative et consensuelle une stratégie nationale multisectorielle de la CSU avec les contributions et les rôles de chaque secteur. Mais moi, il y a une autre proposition, et c'est ce avec quoi on va terminer, sur laquelle je vais demander votre lecture. Vous recommandez de définir une stratégie de financement s'appuyant sur les allocations du budget de l'État, la contribution des partenaires et les mécanismes et financements innovants impliquant le secteur privé. Quand vous mettez en premier le budget de l'État, on est dans une ère nouvelle. Hein. La question est d'abord sécuritaire, et puis on a maintenant des militaires qui sont au pouvoir. Vous êtes sûr que ça va pouvoir passer? C'est pas que ça va. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne sert de sauver quelqu'un de nos océans pour qu'il meure après de palu ou de quoi. Je pense qu'il n'y a pas... C'est une approche globale qu'il faut avoir. C'est ça. En allant sauver quelqu'un contre les violences, on doit le sauver aussi contre la maladie. Ça ne sert à rien de dire « Ah, un tel n'est pas mort de la violence, mais il est mort de la maladie ». Je pense que ce n'est pas un choix auquel on doit pouvoir se prêter. On doit pouvoir trouver une approche centré. Et aujourd'hui, quand même, on peut se dire que déjà l'État, le Burkina fait beaucoup d'efforts. D'accord. En termes de financement. On est un des rares pays qui est dans la sous-région arrive à atteindre 13% du budget de l'État accordé à la santé. Mais c'est dans l'utilisation. C'est dans l'utilisation que cela pose réellement un problème. Et si c'est bien utilisé, on va y arriver. Également, dans ce qu'on a proposé, on a dit qu'il faut vraiment l'implication du privé. On est aujourd'hui un pays minier et on sait ce que les mines aussi peuvent porter comme atteinte à la santé des populations. C'est cela. Mais comment est-ce que toutes ces sociétés minières participent à la couverture santé universelle? Jusqu'à présent, on n'arrive pas à capter cela. Et nous pensons que c'est nécessaire qu'effectivement, on mette en place ce dispositif qui permet effectivement de financer la santé à travers effectivement ces différentes sociétés minières qui sont là. Et bien sûr, plein d'autres opportunités comme la cigarette et autres dont on parle souvent. Merci bien, Simon Kabouré, d'être passé sur ce plateau. Merci le sujet il est très intéressant. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif régional du réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM. Et sur ces questions, je sais qu'on va vous revoir encore, puisqu'on est dans une ère nouvelle et je sais que ce sont des contributions qui peuvent être intéressantes. Tout à fait. En tout cas, merci d'être passé. D'accord. Bon, merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour cette heure d'information que j'ai pris plaisir à partager avec vous. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.